Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La Guinée vers la mise en place d'un guichet unique du service public. Une délégation conduite par le ministre de la fonction publique est à Bakou. Après la signature d'un protocole d'accord, la mission était en immersion. Une visite au sein d'un service qui fait des exploits dans ce domaine. Et puis modernisation des infrastructures numériques et mobilisation des partenaires. Le ministre de la Communication est désormais sur tous les fronts. Mourana Souma vient de conférer avec les responsables de 2 entreprises des rencontres de haute importance dont on va parler dans un instant. Et puis c'est le mois de Ramadan. Entre privation et bénédiction, la prière constitue le socle de la récompense. Prière et jeûne, 2 éléments essentiels de la foi, 2 pratiques complémentaires sur lesquelles nous nous penchons ce soir dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, dans la commune de Kaloum, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a une nouvelle fois été au contact des populations ce mardi à travers sa traditionnelle promenade de proximité. À cette occasion, le chef de l'État a effectué une visite surprise à la primature en pleine réunion du conseil interministériel présidé par le Premier ministre Amadou Ouriba. Il en a profité pour donner des orientations stratégiques avant de poursuivre son déplacement. Omar Bari. À Kaloum, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a une nouvelle fois marqué sa proximité avec les citoyens en effectuant sa traditionnelle promenade dans les rues de la commune. Ce mardi 17 mars 2025, le chef de l'État a fait une visite inopinée à la primature où se tenait une séance du conseil interministériel dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. À cette occasion, le chef de l'État a donné plusieurs orientations stratégiques au gouvernement avant de poursuivre son déplacement. Le président nous a fait, la courtoisie de nous rendre visite en plein conseil interministériel. C'est un fait rarissime. Nous nous en réjouissons. C'était une occasion pour lui d'indiquer ses instructions au niveau des sujets qui sont brûlants. Vous savez, l'économie réelle de la Guinée aujourd'hui souffre, d'un déficit de circulation des espèces. Et à cet effet, il a donné des instructions pour qu'il y ait, l'impression d'un biais. Ça, c'est un élément. Et en plus, la nécessité absolue, d'ici les 3 mois à 4 mois à venir, qu'on accentue, la modernisation des moyens de paiement. Par exemple, dans certains pays, vous ne pouvez pas vous promener avec des espèces parce que l'essentiel, de l'activité économique se fait à travers les banques, à travers des moyens de paiement électroniques. Et nous aussi, nous devons nous acheminer dans cette direction parce que c'est un élément de modernisation de l'économie et puis aussi de la fluidité, de la circulation monétaire qui a un impact extrêmement important sur, les performances de l'économie nationale. Donc le président a indiqué qu'il faut que nous nous arrimions aux pays qui, dans cette optique, sont des pays de référence. Par exemple, plus de 85% de la masse monétaire n'est pas une masse monétaire sous forme d'espèces. Nous aussi, nous devons aller dans cette direction. Et le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget, ne manqueront pas, dans les jours à venir, le plus rapidement possible, de faire une communication centrée sur cette question de rareté des espèces dans le circuit économique de notre pays dans la phase actuelle. On résolvera le problème avec l'assentiment et la participation de tous les acteurs économiques. Accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le président de la République s'est ensuite dirigé à pied vers le marché Niger, en passant par la Banque centrale et le commissariat central de Kaloum. Tout au long de son parcours, il a été chaleureusement accueilli et acclamé par des citoyens enthousiastes. Par cette démarche,
Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme sa volonté de rester très proche des populations et à l'écoute de leur réalité quotidienne. Merci à Oumar Barry. Et puis, mesdames et messieurs, vous vous souvenez, c'était en février dernier à Washington, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a présidé la première réunion ministérielle dédiée aux minéraux critiques. Plus de 50 pays ont pris part, dont la Guinée, représentée par son ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla. À cette occasion, Conakry a signé un protocole d'accord avec les États-Unis. La Guinée devient ainsi le 3e pays africain à conclure un tel partenariat visant à renforcer et à diversifier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Saint-Martin, Francine Adouno et Abakar Koïta étaient à Washington avec le ministre des Mines. Voici leur compte-rendu. À Washington, derrière les portes closes du département d'État, se tient une rencontre décisive pour le devenir économique des participants, y compris celui de la Guinée. Cette rencontre porte sur l'accès aux minéraux critiques. Elle a été présidée par le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. C'est le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette réunion ministérielle. Notre objectif dans cette zone est de créer des pôles de production diversifiés, des conditions d'investissement stables et des chaînes d'approvisionnement protégées contre les perturbations extérieures dont nous avons déjà parlé. Pour ceux qui choisissent d'y adhérer, nous offrons une base essentielle permettant d'accéder au financement privé ainsi qu'un accès sécurisé aux approvisionnements en minéraux critiques dont votre nation pourrait avoir besoin en cas d'urgence ou d'imprévu, en réglementant les importations afin de préserver une concurrence libre et équitable au sein de la zone commerciale préférentielle. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio était également entouré de David Copley, assistant spécial du président des États-Unis pour des affaires d'approvisionnement mondial, ainsi que du sous-secrétaire d'État au Trésor, chargé des affaires économiques, du sous-secrétaire d'État à la guerre, chargé de l'approvisionnement en minéraux critiques. D'autres personnalités ont tour à tour pris la parole, tels que le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bensey, le président de Export-Import Bank des États-Unis, John Jovanovic, le représentant d'IFC, l'Agence internationale de financement, et de plusieurs autres participants, ce qui dénote de l'importance stratégique de cette réunion ministérielle qui a réuni 55 États, dont la République de Guinée. Les pays présents à cette réunion représentent environ 40% du PIB mondial. Il s'agit entre autres du Japon, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, de l'Inde, de l'Argentine, de la Corée du Sud, de Singapour, de la Malaisie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et 6 pays africains dont la Guinée, représentés à ces rendez-vous par le ministre des Mines et de la Géologie. La participation de notre pays à cette importante réunion est une marque de la confiance que le monde entier, notamment les États-Unis d'Amérique, accordent à la politique qui est menée par le président de la République. Notre participation à cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'initiative FORGE, qui est une initiative du gouvernement américain qui s'appelle Forum for Ore and Resources Geostrategic Engagement. Cela veut dire quoi? C'est comment permettre un meilleur accès du monde aux minéraux critiques. C'est quoi les minéraux critiques? C'est tous les minéraux qui rentrent dans la transition énergétique, qui rentrent dans la haute technologie, mais également dans l'électronique de défense. La Guinée étant un grand pays minier, mais également un pays considéré comme un allié des États-Unis depuis notre indépendance, il ne faut pas oublier que le premier investissement dans le secteur minier guinéen, en 1963, avec la CBG, ça a été un investissement américain. Et c'est dans cette même vision de diversification de l'investissement minier en Guinée que le président de la République, dans le cadre du projet Simandou, vous vous souviendrez, il a exigé que les locomotives soient américaines, que la signalisation soit européenne. Ça permet, et les wagons
chinois et la construction par les Chinois. Donc ça permet d'avoir une meilleure diversification des partenariats pour assurer l'indépendance de la politique minière du pays, mais également permettre au pays de bénéficier des meilleures retombées. Toutes ces initiatives permettront de drainer plus d'investissements en Guinée. Cette initiative américaine s'inscrit dans la volonté de renforcer la coopération internationale autour des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques pour éviter des monopoles, favoriser la transformation sur place et la transparence des prix des minéraux critiques. Pour ce faire, le gouvernement américain a mis d'importants fonds destinés au financement des projets de recherche et d'exploitation des minéraux critiques, compte tenu de la confiance que la Guinée incarne grâce à la politique du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. La Guinée compte profiter de cette initiative pour attirer plus d'investissements dans le secteur minier ainsi que d'autres secteurs économiques, ce qui contribuera à la diversification des partenariats et de la production minière qui jusque-là portent sur la bauxite, le fer et l'or. Les minéraux critiques tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, les terres rares, le gallium sont nécessaires à l'industrie de la haute technologie, de la défense et de la transition énergétique. Il est donc indispensable, voire crucial, pour notre pays d'attirer davantage d'investissements dans la recherche de ces minéraux critiques pour leur transformation sur place. This critical minerals ministerial is off to a great start. Ce sommet ministériel sur les minéraux critiques a très bien démarré. Nous comptons 55 partenaires engagés ou en cours d'adhésion. L'objectif est clair, garantir des chaînes d'approvisionnement mondiales fiables en minéraux critiques ainsi qu'en matériaux transformés et finis. Le monde industrialisé a trop longtemps privilégié le design technologique en oubliant que pour concevoir, il faut pouvoir construire. Et pour construire, il faut disposer des matières premières nécessaires. Il est donc impératif de diversifier et sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis ont lancé plusieurs initiatives, à savoir les réformes des permis pour faciliter l'exploitation domestique, la création d'une réserve stratégique de minéraux critiques, ainsi que le lancement de l'initiative internationale FORGE. C'est cette politique de transformation chère à son Excellence le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui est mise en œuvre aujourd'hui à travers le lancement, depuis l'indépendance de notre pays, des travaux de construction de 2 raffineries en 2025 pour la transformation de la bauxite en alumine. La fin des travaux de ces 2 projets est prévue en décembre 2027 et décembre 2028. D'autres projets de transformation seront lancés cette année pour que les chaînes de valeur soient en Guinée et que nos mines soient le catalyseur pour le développement des autres secteurs de l'économie nationale, notamment de l'industrie. Tous les acteurs étaient représentés, y compris aussi la plupart des pays membres de l'OCDE, le Japon, l'Union européenne, représentés par Stéphane Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Le monde était présent à cette réunion et notre pays a fait entendre sa voix. Compte tenu de l'importance stratégique que notre pays occupe sur la scène mondiale, il était extrêmement important d'être présent à cette réunion. Notre participation a été l'occasion de décliner la vision du président de la République concernant le développement du secteur minier qui est basé aujourd'hui sur la transformation sur place des produits miniers. Et dans le cadre des minéraux critiques, il y a un accord qui a été signé avec le gouvernement américain pour travailler avec le gouvernement américain pour qu'il y ait beaucoup plus de recherche pour identifier les minéraux critiques qui se trouvent dans notre sous-sol afin de pouvoir les transformer sur place et servir et faire de la Guinée un des fournisseurs mondiaux des minéraux critiques mais transformés sur place pour plus de chaînes de valeur. Et quand on prend la position géographique de la Guinée, nous avons un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Nous faisons face à l'océan Atlantique. Les États-Unis font face à l'océan Atlantique. En tout cas, les centres décisionnels des États-Unis font face à l'océan Atlantique, et New York, Washington et autres. Ça fait que
sur le plan logistique, on est bien positionné pour être un des grands fournisseurs des États-Unis d'Amérique, mais également de l'Europe et des autres pays comme le Japon, y compris l'Afrique, parce qu'il faut considérer que l'Afrique, dans la vision du président, c'est de faire de la Guinée un hub industriel qui sera un fournisseur important de matières transformées en produits semi-finis, mais également en produits finis pour accélérer le développement industriel de notre pays, qui est le pilier 1 du programme Simandou 2040. En marge de la réunion ministérielle, la délégation guinéenne a eu des échanges fructueux avec les représentants du gouvernement américain. Sous l'impulsion de son Excellence Mamadi Doumbouya, un partenariat stratégique lie désormais nos deux pays. Will be Guinea. May I invite Minister Muna Sila, Minister of Mines, Your Excellency. Des efforts mutuels des autorités qui ont permis la signature d'un accord cadre entre la République de Guinée et les États-Unis d'Amérique relatif à l'exploitation et à l'approvisionnement des minéraux critiques et des terres rares transformées et brutes. La Guinée, considérée comme un partenaire fiable, à l'instar des pays tels que le Japon, l'Australie, rentre dans le club fermé en devenant ainsi le troisième pays africain à conclure ce type d'accord sur les minéraux critiques avec les États-Unis. Cet accord permettra d'attirer des investissements américains pour une meilleure diversification de l'exploitation et de la transformation minière en Guinée et profiter des chaînes de valeur pour entamer l'industrialisation du pays conformément au programme Simandou 2040. C'est vrai que la politique minière portée par le président de la République est de nature à donner plus d'assurance et d'engagement aux investisseurs internationaux pour venir dans notre pays afin d'investir. La stabilité du système juridique, la transparence dans la gouvernance, et à travers beaucoup de réformes qui ont été faites, notamment l'assainissement du cadastre, mais également la gouvernance économique globale. Le pays a eu, le 18 septembre 2025, pour la première fois de son histoire, la notation souveraine B+, avec perspective stable. Donc, toutes ces réformes encouragent les investisseurs internationaux, au premier chef desquels des États-Unis d'Amérique, d'amplifier leur investissement dans notre pays, pas seulement dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des transports, mais également dans le partenariat dans l'éducation. Comment faire pour faciliter l'accès des échanges universitaires, mais également faciliter l'accès des élèves guinéens et étudiants dans les meilleures universités américaines pour pouvoir investir dans le développement économique de notre cher pays. Les États-Unis d'Amérique apprécient la collaboration et l'engagement de la Guinée qui partagent les mêmes objectifs de mise en place des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, sûres et résilientes, avec des prix transparents pour une croissance économique mutuellement bénéfique. Cet événement s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de coopération entre les États-Unis et les pays, surtout producteurs de ressources stratégiques dont la Guinée, invitée parmi les 6 pays africains à participer à cette réunion ministérielle sur les minéraux critiques afin de structurer un nouvel ordre mondial des ressources stratégiques fondé sur des alliances solides, durables et transparentes avec un équilibre des intérêts conformément à la vision de son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya. Et c'est cette bonne nouvelle qui va donc nous permettre de parler justement de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme à New York. Une table ronde a permis d'échanger avec les différents ministres sur les avancées enregistrées dans les domaines liés au respect des droits des femmes. En Guinée, les efforts sont concentrés notamment sur la prise en charge des survivantes des mutilations génitales féminines. Mohamed de Camara est notre envoyé spécial à New York. À ce rendez-vous de New York sur la condition de la femme, des rencontres de haut niveau se multiplient
Aux côtés des 193 pays membres de l'ONU, la Guinée, à travers la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, annonce des avancées enregistrées en matière du respect des droits des femmes pendant les 5 dernières années. Plusieurs réformes ont été engagées afin d'harmoniser notre cadre législatif avec les instruments internationaux relatifs aux droits humains. Ces efforts se traduisent notamment par la révision du Code civil, l'adoption du Code de procédure pénale, le renforcement du Code de l'enfant et la mise en œuvre de la 3e génération de la politique nationale genre. Parallèlement, la Guinée a mis en place des guichets uniques de prise en charge des survivants de violences basées sur le genre, offrant un accompagnement juridique, médical et psychosocial afin de rapprocher les services de justice des victimes et de faciliter leur accès aux mécanismes de protection. En Guinée, les femmes représentent 51,8% de la population, selon le dernier recensement officiel de la population de l'habitat. Un chiffre qui interpelle les autorités à plus de responsabilités collectives afin de garantir le respect des droits des femmes. Convaincus que les progrès en matière d'égalité reposent à la fois sur les engagements nationaux solides et sur une coopération internationale renforcée. C'est pourquoi la République de Guinée demeure pleinement engagée dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable, notamment l'ODD 16 relative à l'accès à la justice pour tous. Garantir l'accès à la justice pour les femmes et les filles, c'est désormais le cheval de bataille des autorités. L'ambition consiste à favoriser le plein épanouissement de la gente féminine guinéenne dans les différents domaines de la vie sociale, économique et politique. Avant de poursuivre ce journal, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous suivrez une communication de porte-parole du ministère de la Défense nationale sur les grandes conclusions du sommet tripartite par rapport aux différents frontaliers. C'est donc à suivre tout à l'heure. En attendant, l'idée de création du guichet unique pour les services publics de Guinée prend davantage forme à Bakou après la signature d'un protocole d'accord. La délégation conduite par le ministre Faya François Bruno de la modernisation de l'administration et de la fonction publique a visité quelques centres agents de service, plus d'une vingtaine de services rendus aux citoyens avec plus de 40 000 dossiers traités par jour. Des détails avec Mamadi Terna Kamisoko, notre envoyé spécial. Un guichet unique multifonction offrant plus de 400 types de services publics aux citoyens. C'est la prouesse réalisée par Assan Service. Véritable innovation made in Azerbaïdjan, ce modèle s'exporte aujourd'hui à un rythme accéléré. Le pays compte déjà 28 centres opérationnels traitant quotidiennement plus de 4000 dossiers. État civil, visa, pièces d'identité, passeport, documents administratifs, une multitude de prestations accessibles en un temps réduit dans un même espace. Après 2 jours d'immersion dans quelques centres de la capitale Bakou, le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Faya François Bruno, est impressionné par ce modèle révolutionnaire qui transforme en profondeur la prestation des services publics. Ce qui nous marque, c'est qu'effectivement, la configuration du système, du mécanisme répond parfaitement à nos attentes et à la vision du chef de l'État, le président de la République, Mamadi Doumbouya, pour la digitalisation complète des services publics en Guinée afin de rapprocher le service public du citoyen guinéen. Et dans ce cadre-là, les 3 principaux segments qui caractérisent le système consistent déjà à mettre en place un cadre institutionnel cohérent bâti sur l'environnement physique, mais également il y a la dimension mobile, c'est-à-dire que ici il y a des bus, n'est-ce pas, qui s'occupent de faire le tour dans les régions, dans les préfectures, pour appuyer, n'est-ce pas, la prestation des services publics auprès des citoyens avec tout l'équipe kit intégré. Mais également, il y a la 3e dimension qui repose sur le volet digital. Donc ici, c'est une plateforme intégrée. À l'issue de cette immersion dans les différentes branches des centres à son service, le ministre Bruno a également eu des réunions techniques avec l'agence en charge de la conception et des innovations sociales de la fonction publique, ainsi que le département d'analyse des données et des solutions d'intelligence artificielle. La Guinée aura très prochainement son guichet unique qui sera fonctionnel. Les travaux que nous sommes en train de réaliser ici vont se poursuivre sur Conakry. Dans les prochaines semaines, une première équipe sera à Conakry
pour déjà continuer l'étude de faisabilité afin d'avoir les réalités locales qui vont permettre d'accélérer le processus. Et ce chantier va s'ouvrir à tous les acteurs, aux acteurs privés. Il va permettre aussi de valoriser les compétences locales, donc des jeunes Guinéens, développeurs, informaticiens, data scientists et d'autres profils seront intégrés dans ce projet de guichet unique en Guinée afin d'intégrer des solutions pertinentes adaptées aux besoins du service public. Autre moment fort de cette visite à Bakou, le recueillement à l'allée des martyrs, ce cimetière mémorial sacré. Avec sa flamme éternelle et des tombes en marbre, le ministre s'est plié à la tradition par le traditionnel dépôt des fleurs. La délégation s'est ensuite rendue au Victory Park. Cet attachement au symbole fort du pays illustre la volonté commune de la Guinée et de l'Azerbaïdjan de bâtir une coopération durable et ambitieuse. Et pendant ce temps, ici en Guinée, je le disais au sommaire, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation multiplie les rencontres stratégiques en vue de moderniser les infrastructures numériques et d'attirer des partenaires de premier plan. Le week-end dernier, Mourana Souma a rencontré deux entreprises basées pour l'une à Dakar et l'autre en principauté de Monaco. Il a également engagé un dialogue constructif avec la Fédération syndicale autonome des télécommunications. Marie-Angélique Bangoura, Abakar Sidiki Souma. C'est une dynamique qui pourrait marquer un véritable tournant pour le numérique en Guinée. Network Tech International, entreprise monégasque forte de plus de 40 ans d'expertise dans les télécommunications, explore avec les autorités guinéennes les bases d'un partenariat structurant. Au cœur des discussions, le déploiement du backbone et le renforcement des capacités de transmission, des leviers essentiels pour améliorer la connectivité sur l'ensemble du territoire. Nous sommes venus ici en Guinée grâce à l'intervention et les différents échanges que nous avons eus avec son Excellence à Paris et M. Abdoulaye pour voir comment on pouvait procéder dans les mesures du possible, de proposer des financements, ce que nous avons fait avec M. le ministre aujourd'hui, et on va pouvoir avancer dans tout ce qui est backbone, infrastructure, réseau télécommunications, et voir comment on peut procéder et vous aider à financer ces différents projets. À ses côtés, Spacecom, opérateur international disposant de 8 satellites, propose des solutions innovantes pour la diffusion télévisuelle, la transmission de signaux et la couverture des zones les plus enclavées. Une offre technologique qui pourrait considérablement réduire la fracture numérique et élargir l'accès aux services essentiels. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer M. le ministre dans le but d'échanger sur des éventuelles possibilités de partenariat pour tout ce qui est transmission des signaux des chaînes de télé guinéennes au niveau des satellites Amos de Spacecom, mais aussi pour échanger sur des projets de développement de connectivité infrastructure numérique au niveau de la Guinée, tout en prenant en compte le contexte local. Dans le même élan, le ministre a également échangé avec la FESATEL, la Fédération syndicale autonome des télécommunications. Les discussions ont porté sur les défis majeurs du secteur, le non-respect des cahiers de charges, les dysfonctionnements liés à certaines offres commerciales, notamment Allnet, ainsi que les difficultés que traversent plusieurs opérateurs, dont Ariba et Cellcom. Bientôt un deuxième landing. Il nous a fait comprendre que le projet est bien avancé. Il vient de signer le courrier. Donc c'est-à-dire maintenant, après Guilab, il y aura un deuxième Guilab. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays, il n'y a pas un backup. Quand ce Guilab qui a équipé a un problème, ça veut dire que la Guinée était connectée en international. Donc ça va constituer un frein. Maintenant, dès lors qu'il a signé un document dans ce sens pour pouvoir renforcer un deuxième Guilab, vraiment, nous ne pouvons que vraiment le féliciter. Et par rapport à cela, nous savons compter sur lui pour faire une ouverture totale pour que tout le monde puisse avoir accès à la fibre optique. En parallèle, des projets structurants prennent forme, notamment l'atterrissage prochain d'un second câble sous-marin. Des infrastructures d'envergure qui annoncent une transformation profonde du paysage numérique guinéen. Dans l'actualité encore, l'inspecteur général des forces armées et son adjoint sont officiellement installés dans leurs fonctions. Une cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée au ministère de la Défense nationale en présence de hautes autorités militaires et de plusieurs cadres civils. Cet acte officiel marque une étape clé dans la dynamique de restructuration des forces de défense et de sécurité. On fait le point avec adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire.
Voici le nouveau visage du commandement de l'inspection générale des forces armées guinéennes. Le général de brigade Sena Camara, jusque-là inspecteur général adjoint des forces armées, prend les rênes de cette importante structure de commandement militaire. Il est secondé dans cette fonction par le général de brigade Boubacar Bari, ancien commandant du bataillon d'infanterie de Koundara. Une cérémonie d'installation empreinte de solennité est présidée par le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, en présence de la haute hiérarchie militaire, de proches collaborateurs ainsi que des membres de leur famille. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme inspecteur général des forces armées guinéennes le général de brigade Sena Camara et comme inspecteur général adjoint le général de brigade Boubacar Bari. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Prenant la parole, les nouveaux inspecteurs généraux des forces armées guinéennes ont exprimé leur gratitude au président de la République, commandant en chef des forces armées, Mamadi Doumbouya, et aux autorités militaires pour la confiance placée en eux. Ils ont rappelé le rôle de cette structure chargée d'évaluer et de contrôler l'organisation et le fonctionnement de l'armée. Je tiens à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des armées, Mamadi Doumbouya, qui, pour la 4e fois, a bien voulu renouveler sa confiance à ma modeste personne, en me nommant inspecteur général des forces armées guinéennes. À cet égard, j'accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une conscience aiguë des responsabilités qui en découlent. Tous élevés à la dignité et à l'appellation de général de brigade le vendredi 6 mars 2026 par un décret présidentiel. Les généraux de brigade Sena Camara et Boubacar Bari sont issus de l'école militaire interarmée EMIA Guinée. Ils sont respectivement diplômés de l'école de guerre de Chine et de Yaoundé au Cameroun. La ville de Kankan, au cœur d'une journée de vulgarisation de la nouvelle loi portant prévention, prise en charge et protection des personnes vivant avec le VIH. Elle est initiée par le secrétariat exécutif de lutte contre le sida pour faciliter la compréhension auprès des victimes. Une démarche porteuse d'espoir pour aussi mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. Diamo Kaba, compte rendu. Au secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida, pas de repos pour renforcer la riposte. À Kankan, les acteurs se retrouvent autour de la nouvelle loi portant sur la prévention, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec le VIH. Chantier du jour, vulgariser le contenu du texte pour assurer la protection juridique et le respect des droits des victimes. C'est une nouvelle loi qui comprend beaucoup de volets, tout ce qui est lié à la confidentialité, lié à la prévention, lié au dépistage du VIH-Sida, le traitement du VIH-Sida. Nous voulons faire passer ça à l'intention de la population. Nous comptons sur tous les acteurs afin qu'ils nous aident à faire comprendre à la population qu'il y a une nouvelle loi et nous aider à l'applicabilité de la dite loi. Les membres du Comité national de lutte contre le sida et leurs partenaires se donnent la main en abaya pour une fois encore mettre fin à la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. La chaîne pénale est impliquée pour faciliter l'application de la nouvelle loi sur le terrain. C'est une bonne chose parce que après la vulgarisation, j'ai l'espoir qu'il y a beaucoup de comportements qui vont changer. Du côté du personnel soignant, du côté de la population lambda. On avait l'habitude de faire des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas que c'était condamnable. Mais après la vulgarisation,
tout ça là va s'arrêter. Ça veut dire aujourd'hui que la loi, ce n'est plus un handicap pour une personne séropositive d'être détenteur d'un emploi, de travailler ou d'être exclu dans un établissement scolaire. Des ambitions communes sont partagées pour mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida dans la savane guinéenne. Merci à Diamo Kaba. À l'occasion du mois de Ramadan et de la période de carême, le ministère des Affaires étrangères a rassemblé le corps diplomatique accrédité en Guinée autour d'un dîner collectif de rupture du jeûne, une initiative placée sous le signe du dialogue, du partage et de la convivialité entre les nations. C'est un reportage de Makeme Dozo. Cette rencontre devient une marque de fabrique ici au ministère des Affaires étrangères. Chaque année, le chef de la diplomatie guinéenne et son équipe reçoivent le corps diplomatique accrédité en République de Guinée autour de saveurs locales pour une rupture collective. Au-delà de l'aspect religieux, c'est surtout un moment précieux d'échange sur des questions comme le renforcement de la coopération bi- ou multilatérale. L'esprit de fraternité se consolide mieux dans la détente et la convivialité. Tout d'abord, j'aimerais remercier Monsieur le ministre de nous avoir conviés à cette rupture du jeûne, qui est aujourd'hui une tradition depuis 2-3 ans. C'est une opportunité pour nous de nous asseoir ensemble, tous diplomates et représentants du corps diplomatique, autour de mets guinéens préparés pour la rupture du jeûne dans la tradition musulmane. Donc, c'est une opportunité aussi pour échanger, de discuter et de partager certaines impressions durant le mois du Ramadan. C'est une occasion pour nous, les diplomates accrédités en Guinée, d'avoir un moment convivial avec des gens qui sont nos partenaires étroits. Nous sommes ici pour appuyer la Guinée. Et notre porte d'entrée naturelle, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc on va être vraiment merci beaucoup à Monsieur le ministre et son équipe. Au-delà de la dimension spirituelle liée au Ramadan et au carême, ce dîner symbolise également l'engagement du gouvernement guinéen à renforcer le dialogue diplomatique et la solidarité entre les nations, car favoriser les échanges informels afin de contribuer à approfondir la compréhension mutuelle entre les différents acteurs de la scène diplomatique est le souhait du ministère des Affaires étrangères. Nous savons que dans ce pays, il y a une très bonne entente entre les chrétiens et les musulmans. Et c'est pourquoi nous avons généreusement accepté de venir participer à cette rupture du jeûne. Que Dieu bénisse cette coopération entre les musulmans et les chrétiens et que cette entente demeure pour le bien de ce pays. Ce rendez-vous annuel témoigne ainsi de la volonté des autorités guinéennes à faire de la diplomatie un espace de dialogue, de respect et de collaboration dans l'intérêt du développement et du renforcement des relations internationales. Et qui parle particulièrement de l'islam, parle de prière, deuxième pilier de cette religion monothéiste. La prière constitue, selon les religieux, un élément qui accompagne tous les... Dieu. Ce rappel spirituel marque le début de la prière, pilier des piliers de l'islam. Ceci étant, l'islam dit que le poids de cette prière dans la récompense du jeûne occupe une place centrale. L'islam ne peut pas aller sans la prière. La prière accompagne le jeûne. La prière accompagne le monde. La prière accompagne le pèlerinage. Mais tu verras que le jeûne n'accompagne pas la prière. Parmi les 12 mois, on n'a qu'un seul mois pour le jeûne. Mais durant toute l'année ou toute sa vie, la prière, elle est obligatoire. Donc vous voyez combien de fois la prière a le poids. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la différence qui est entre le musulman et le mécréant, c'est la prière. C'est lui qui ne prie pas, il est mécréant. En termes clairs, prier pendant le Ramadan avec foi et sincérité conduit au pardon des péchés antérieurs. Et les points clés concernant le poids de la prière durant ce mois sont entre autres veiller les nuits, prier en commun, qui plus est, les prières dans le dernier tiers de la nuit. Forcément, tu ne peux pas prier durant toute ta vie sans faire des erreurs, sans faire des fautes. Pour corriger ces erreurs et ces fautes-là, c'est les nafs-là qu'on prend, on
on corrige tes prières obligatoires. Et s'il se trouve que toi, tes nafilas même ne sont pas bonnes, comment les prières obligatoires vont t'aider à l'au-delà pour avoir le paradis? On sait qu'après le Ramadan, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de travailleurs, beaucoup de fidèles musulmans ne respectent pas les prières obligatoires surtout. Dieu nous a donné ce mois-là pour qu'il nous pardonne tout ça. Certes, les récompenses issues de ta prière, ton jeûne et ton aumône t'appartiennent, mais l'obéissance appartient à Allah. Par-dessus tout, l'islam n'encourage pas l'adoration, notamment la prière d'un fidèle qui agit en solo pendant le Ramadan. Le serviteur est récompensé en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il donne. Et lui qui aime jongler, il ne respecte pas les heures de la prière. La récompense est minime. Si toi tu restes à la maison, durant tout ce mois, et tu restes à la maison et l'imam dirige la prière de Isha qui est une obligation, et tu viens aussi, la nafila, tu trouves que l'imam est à la fin, tu pries avec le groupe et tu te retournes à la maison. C'est comme si tu es en train de se tromper soi-même. Tu veux le paradis, mais ce qui donne le paradis, tu fais le contraire. Et dans ce mois-là, on doit s'éloigner de la paresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses invocations, il demandait à Allah, Dieu, préserve-moi contre la paresse. On encourage tout le monde de laisser la maison, venir prier à la mosquée en groupe avec les fidèles musulmans. C'est ce qui est encore plus récompensé. En substance, que ce soit le Ramadan ou en dehors du Ramadan, la prière est considérée en islam comme la clé du bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Au même moment, l'association des lauréats 2005 intensifie ses actions de solidarité en faveur des communautés religieuses et des personnes les plus vulnérables. Ses membres ont récemment procédé à une importante distribution de vivres destinés aux fidèles chrétiens ainsi qu'aux enfants orphelins. Dans le même élan, plusieurs tonnes de ciment ont été offertes pour soutenir la construction de mosquées dans la capitale. C'est un reportage signé Morlaï Souma et Marwan Kamara. La paroisse Saint-Cyprien de Dixine et l'orphelinat Regina Maris de Kipi constituent la première étape de cette distribution. Bras chargés de vivres, mais aussi d'enveloppes symboliques, l'association des lauréats 2005 apporte son soutien pour aider les fidèles durant ce temps de dévotion spirituelle. Un geste qui prend tout son sens en cette période de pénitence et de solidarité. Nous sommes heureux de les recevoir chez nous. Nous disons merci au Seigneur qui nous fait aussi cette surprise. Nous promettons aussi à l'association, tout en les encourageant, nos ferventes prières, que Dieu continue de les soutenir et de leur accorder de multiples grâces. L'association des lauréats de 2005, c'est un honneur et une joie pour nous de les recevoir aujourd'hui. L'année passée aussi, ils étaient là, donc ce n'est pas une première fois. Donc vraiment, ça nous va droit au cœur. Mais l'action ne s'arrête pas à l'aide alimentaire. L'association des lauréats a également ciblé les infrastructures religieuses de la capitale. Plusieurs mosquées en chantier ont aussi reçu des tonnes de sacs de ciment et des appuis financiers pour l'achèvement des travaux. L'association des lauréats 2005, fidèle à sa culture de bienfaisance auprès des amis, surtout des personnes déshéritées et des personnes nécessiteuses. Donc c'est pourquoi, depuis hier, nous sommes sur pied en donnant des tonnes de ciment à des mosquées, en envoyant des vivres. L'opération s'est poursuivie dans la mosquée Bilal de Nongo pour une séance de lecture du Saint-Coran, marquée par des bénédictions pour la paix et la distribution des vivres aux fidèles. En offrant du ciment pour la construction et des vivres pour la rupture du jeûne, l'association des lauréats 2005 s'impose désormais comme un acteur majeur de la société civile. Une tradition qui, au fil des ans, ne cesse de prendre de l'ampleur. En ce mois de solidarité et de partage, les anciens élèves des lycées et collèges 1 et 2 de Donka, réunis au sein de leur amicale, ont également posé un geste de reconnaissance envers leurs anciens professeurs. Des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de sucre et de pâte d'arachide ont été remis à plusieurs enseignants. Une initiative qui vise à témoigner leur gratitude à ceux-là qui ont contribué à leur formation. Mounir Bari et Jeanne Dounamo.
Dans l'enceinte des lycées et collèges 1 et 2 du Donka, les anciens élèves réunis en amicale expriment leur reconnaissance à leurs anciens professeurs à travers un geste de solidarité en ce mois de pénitence. Des kits alimentaires composés de riz, de sucre, d'huile et de pâte d'arachide sont remis à plusieurs enseignants en signe de gratitude pour leur contribution à la formation de nombreuses générations d'élèves. Cette visite des anciens élèves du collège et lycée Donka, de la génération de 1980 à maintenant, ne nous surprend pas, parce qu'ils ne sont pas à l'ordre première. Chaque fois, ils viennent au secours de l'école, dans tous les domaines. Et surtout pendant les mois saints, le mois de Ramadan et le temps de Carême, ils viennent, ils apportent beaucoup de vivres pour le collectif des enseignants et ils viennent nous encourager dans notre travail. Au-delà de la cérémonie dans l'enceinte des établissements, des membres de l'amicale se sont également rendus dans les concessions de certains professeurs pour leur remettre les dons. J'aurais voulu que ces anciens-là emboîtent le pas de ceux qui sont venus aujourd'hui. Donc, a fait partie donc, des écoles historiques de la Guinée. Donc, il nous revient de devoir à tout moment de manifester notre soutien et notre reconnaissance. Donc, ce n'est pas une première, chaque année on le fait et on veut montrer qu'on est avec eux. À travers ces gestes, l'amicale des anciens élèves des lycées et collèges 1 et 2 de Donka entend perpétuer les valeurs de reconnaissance, de solidarité et de respect envers ceux qui ont contribué à leur éducation. Il s'agit du deuxième geste de solidarité de l'amicale qui entend pérenniser l'initiative. Dans les préfectures de Zérékoré et Beila, la solidarité s'exprime également avec force en cette période de ferveur à l'occasion du carême chrétien et du mois sacré de Ramadan. Un important lot de vivres a été remis aux autorités religieuses et coutumières. Une initiative de certains ministres pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Mohamed Salih Oupaya. En pleine période de jeûne et de recueillement, les autorités religieuses et coutumières des préfectures de Beila et Zérékoré ont reçu ces denrées en présence des autorités régionales et préfectorales ainsi que des forces de défense et de sécurité. Des produits de première nécessité destinés à accompagner les fidèles chrétiens et musulmans dans l'accomplissement de leurs obligations religieuses. Je remercie les donateurs. Nos enfants, nous avons compris que quoi qu'il en soit, c'est la source. Et puisqu'ils ont pensé à la source, nous allons toujours les bénir. Pour qu'ils soient, partout où ils sont, qu'ils soient en bonne santé. Si les fils ont pensé à leur arrière, on ne peut que les remercier et les en féliciter et les encourager de continuer. Dieu va les aider et la bénédiction qui sera faite va les accompagner jusqu'à là où ils veulent partir. Par ce geste, les donateurs entendent promouvoir des valeurs essentielles, fraternité, paix et solidarité interreligieuse. Je remercie les cadres et les ministres de la région forestière aujourd'hui qui se sont mis à la disposition de la population forestière, qui sont en train d'aider la population de la forêt sur tous les plans. À chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils sont auprès des citoyens. Remercions très sincèrement les heureux donateurs pour cet acte hautement symbolique, puisque nous savons tous que c'est pendant ce mois que nous pouvons nous rapprocher un peu plus de notre Créateur Dieu et aussi accéder à un maximum de bénédictions. Ce geste des ministres de la région forestière intervient dans un contexte où la cohésion sociale demeure un enjeu majeur. Un signal fort, celui d'une Guinée unie, rassemblée au-delà des différences. Et voilà, mesdames et messieurs, je l'annonçais tout à l'heure dans ce journal. Nous recevons sur ce plateau M. Ansoumane Toumani Kamara. Monsieur Kamara, bonsoir à vous. Bonsoir Aïba Massoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la DIRPA. La DIRPA, c'est la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Vous êtes également le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Nous allons donc parler de ce conflit frontalier. Première question, M. Kamara. Est-ce que tout d'abord, peut-on parler d'une crise aux frontières de la Guinée? Bien, merci de nous avoir reçus sur ce plateau de la télévision nationale. Il faut être précis là-dessus. Il n'y a pas de crise entre la Guinée et ses voisins. Il s'agit de simples incidents
localisé entre des citoyens qui, depuis des siècles, vivent ensemble, partagent l'histoire, partagent la géographie et la culture. Donc, on ne parlera pas de crise profonde parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement et l'État est resté maître de la situation jusqu'à date. Donc, ne parlons pas de crise entre les États, il s'agissait seulement de simples incidents entre des populations voisines. Alors, concrètement, quels sont les événements qui ont conduit à cette tension? Bien, il faut se rappeler qu'il y a eu tout d'abord le cas de Koudaya. Koudaya, c'est dans la sous-préfecture de Sandénia, préfecture de Farana, où des soldats léonais sont rentrés sur le territoire guinéen sans autorisation et cela a créé des incidents vite maîtrisés puisque les 16 soldats léonais plutôt qui étaient venus sur le territoire ont été mis à la disposition des autorités militaires de la Guinée et ils sont venus à Conakry. Les négociations ont commencé et ces soldats ont été remis aux autorités léonaises. Le deuxième cas, c'est au niveau de la frontière avec le Libéria, précisément à Kisséné, et c'est sur l'autre rive du fleuve Makona. À cet endroit aussi, ce sont là des situations qui ont dégénéré, pas dégénéré en affrontement, mais il y a eu des incompréhensions où des populations libériennes réclamaient une portion de cette partie comme étant le territoire libérien. Et c'est ce qui a fallu prévalu à ces différentes situations qu'on a connues. Et finalement, nous avons vu que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires. Le déploiement était déjà sur place puisque tout au long des frontières, il faut le préciser, que tout au long de nos frontières aujourd'hui, la sécurité, elle est là. Et les services de défense et de sécurité sont permanemment déployés pour vraiment la sauvegarde de notre intégrité territoriale, mais aussi la libre circulation de la population et de ses biens. Ouais. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte que le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a convoqué un sommet de l'Union du fleuve Mano. Pourquoi ce sommet? Et pourquoi le président de la République a convoqué le sommet tripartite et sous la supervision ou sous l'observation de la Côte d'Ivoire? Vous savez que l'Union du fleuve Mano regroupe les 4 pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ces derniers temps, le président de la République, il faut préciser que la Guinée assure en ce moment la présidence tournante de l'Union du fleuve Mano. Et c'est ce qui a fait que le président, en tant que panafricaniste, a jugé utile de convoquer ce sommet et qui finalement a eu lieu à Conakry. Pourquoi il l'a fait? Premièrement, c'est en respectant les principes des Nations Unies. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 33 de la Charte des Nations Unies impose à tous les États du monde de régler les différends frontaliers, pas des négociations, pas des accords diplomatiques ou autres négociations. Donc cela a orienté le président de la République et de convoquer cette rencontre entre le président Madabio de la Sierra Leone et le président Bokai libérien et le président Mamadi Doumbouya. Aussi, le président a pris du recul. La sagesse l'a guidé et finalement, il a dit, venez, nous allons parler en famille. Et c'est ce qui a prévalu. Ils sont venus, les problèmes ont été discutés en profondeur. Cela a permis vraiment de baisser la tension. Quand les 3 pays, les dirigeants des 3 pays s'asseyent autour d'une même table pour parler en profondeur de la situation, et voilà ce qui a amené le président de la République à convoquer ce sommet et qui vraiment a abouti à des résultats très concluants, sur le terrain. Oui, alors ce sommet s'est donc tenu ici à Conakry. Quelles en ont été les grandes conclusions? Bien, les grandes conclusions sur le plan social ou sur le terrain, ça a permis de calmer le jeu. Quand les chefs d'État sont venus, ils se sont parlé,
de part et d'autre, que ce soit au niveau des frontières entre le Libéria et la Guinée ou entre la Sierra Leone et la Guinée, cela a permis de baisser la tension et de permettre à la population de dire oui, nous devons écouter nos chefs. Les populations ont écouté les conclusions, mais le plus important, c'était de discuter les problèmes qui divisaient. Vous n'êtes pas sans savoir que entre la Guinée et la Sierra Leone, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a des accords qui existent, des conventions qui existent entre la Sierra Leone et la Guinée. Et cette situation historique a été mise sur la table. Les trois présidents ont discuté en profondeur. Et le plus important, c'est autour du Libéria. Quand vous prenez le fleuve Makona, avec les accords de 1907, cette partie, le fleuve, appartient sans équivoque à la République de Guinée. L'une des conclusions ou l'un des résultats du sommet, les chefs d'État qui sont venus, le président libérien, le président sierra-léonais, tous ont reconnu que ce fleuve appartient à la Guinée. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu et cela a permis vraiment, sur la carte, les populations peuvent voir c'est quoi la position. Et deuxièmement, il y a également un autre accord entre la Sierra Leone et la Guinée. Cet accord, il y a eu ce qu'on appelle le processus de bornage entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est depuis 1882. Depuis 1882, le processus a commencé. Et à l'époque, nous étions sous la colonisation. Donc, c'était entre l'Angleterre et la France. Le bornage a commencé en 1882 pour se terminer en 1912. Et cela donne des délimitations entre les deux pays. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs d'État léonais, léonais et libériens sont convenus de respecter ces conventions qui attribuent à la Guinée ces zones litigieuses convoitées par ces deux pays, et ils ont reconnu que ce sont là des portions du territoire guinéen. Donc ce soir, M. Camara, on peut affirmer que la Guinée n'a pas perdu de territoire. Il faut se rassurer, il faut le dire ici haut et fort, que avec ces incidents déroulés sur le territoire guinéen, aucune portion du territoire guinéen n'a été ni occupée, ni cédée à quelque pays que ce soit. Il faut être clair. Et aujourd'hui, juste pendant la session du sommet tripartite entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les chefs d'État ont reconnu ce fait et c'est validé déjà depuis des années, des siècles. Et ce qui reste clair, nous restons sur nos positions. Les territoires où il y avait des problèmes, des incidents, relèvent de l'autorité compétente de la République de Guinée. Oui. Alors, M. Camara, dernière question. Il y a quelques heures, on a suivi ce communiqué de l'état-major général des armées, communiqué qui a donc précisé un retrait progressif du dispositif de défense. Pourquoi cette mesure? Et pourquoi cette mesure? Il faut préciser que la Guinée a toujours été ce pays qui a donné des leçons aux autres pays africains. La Guinée est le seul pays en Afrique qui est intervenu dans 15 pays du continent, soit pour leur indépendance, soit pour le rétablissement de la paix ou dans le cadre des Nations Unies. Fort de ces expériences, la Guinée veille sur son territoire. Les forces armées guinéennes sont des sentinelles de notre souveraineté nationale. Ce retrait progressif est en adéquation avec les conclusions du sommet de Conakry. Il a été demandé de baisser la tension, de donner la priorité aux négociations diplomatiques, au dialogue entre les nations, histoire de permettre à ces populations qui sont liées de reprendre les activités. Donc,
nous nous retirons. Mais cela ne veut pas dire que nous baissons la main. Non, l'armée reste vigilante et elle reste debout pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, la protection de la population et de ses biens, mais également jalouse de ces portions qui aujourd'hui semblaient être convoitées par d'autres pays. Il faut le répéter, aucune portion du territoire guinéen n'a été cédée. Et la vigilance va continuer du côté des forces armées guinéennes, mais aussi de la population. C'est de dire à la population d'être ensemble avec les forces armées guinéennes, d'être là dans ce dialogue qui a été amorcé entre les présidents guinéens, léonais et libériens, et aussi à leur niveau. Ils peuvent reprendre les activités, ce sont des peuples qui sont unis, ils peuvent vaguer à leur activité et que déjà, il n'y a aucun problème entre les trois pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kamara Ansman Toumani. Il est le directeur de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Il est également le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Il était donc venu ce soir nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce différents frontaliers, avec bien sûr en filigrane la baisse de la tension consécutive à ce sommet tripartite de Conakry. Grand merci à vous, Monsieur Kamara, d'avoir accepté notre invitation. Merci à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci de votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.